Bonjour Martine Viard. Bonjour Régine, bonjour chers auditeurs. Nous poursuivons donc la découverte des parfums et de l'évolution de leurs usages. Nous avions laissé le mois dernier sur la suppression des étuves qui étaient source de beaucoup de maladies. J'imagine que ça a dû changer complètement la façon d'agir et de soigner son corps. Alors en fait, la suppression, je le rappelle, a eu lieu en 1551 par Ambroise Paré, qui était le médecin du roi Henri II et qui va le voir donc en grande pompe, oui. On pourrait dire, pour qu'on supprime les étuves. Disons qu'on commençait à s'en méfier. On commence à s'en méfier, et je dirais on s'en méfie depuis la Grande Peste, qu'on a appelée aussi la peste noire. Parce que avant, chaque fois que les gens étaient un petit peu malades, qu'ils avaient des rhinopharyngites ou qu'ils étaient un peu grippés ou très enrhumés, on disait il a dû attraper une peste. Mais le jour où la peste noire est arrivée, là, on a vu vraiment la différence. Alors, cette peste noire ou peste bubonique a envoyé au tombeau une personne sur 4 ou une personne sur 3, non seulement dans le royaume de France, mais dans toute l'Europe. C'était une peste qu'on attrapait très facilement, c'était très très contagieux, et ça attaque. Enfin, alors d'abord, ça se manifestait par des maux de tête, ensuite une très forte fièvre, et cette fièvre entraînait justement la constitution de bubons, c'est-à-dire d'espèces de gros furoncles, voilà, au niveau dans tous les endroits où il y avait des plis dans le corps, c'est-à-dire par exemple les aisselles, voilà, ou par exemple au niveau des entrejambes, et aussi au niveau des muqueuses, ce qui fait qu'on se retrouvait en train de respirer très mal, puisque les muqueuses aussi étaient atteintes, au niveau de la gorge par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sait plus très bien quoi faire. Alors, on prie Saint-Roch. On essaie aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe et de se soigner avec des moyens qui quelquefois sont inspirés de pratiques de l'Antiquité, parce que du coup on n'hésite plus trop à convoquer les anciens, je dirais, à se plonger dans des livres. On revient un peu à la magie. À la magie, mais aussi peut-être à certains conseils d'hygiène que préconisait déjà Hippocrate. Et nous avons par exemple Nostradamus qui est ici, qui est du sud du royaume, qui va devenir le médecin de Catherine de Médicis, et qui avait des moyens de soigner la peste, au moins en faisant en sorte de limiter la contagion. Voilà. Alors, on se dit que ça peut venir de l'eau putride. On pense aussi que ça peut venir des étendues d'eau pleine de miasmes des marécages, donc on va se méfier de plus en plus des eaux stagnantes, et des odeurs fétides aussi. Donc on craint que la peau soit perméable, d'où le passage à ce qu'on appelle jusqu'au XIXe siècle, donc entre le XVIe siècle, la décision de 1551 jusqu'au XIXe siècle, la toilette sèche. Alors, ça consiste en quoi? Alors, la toilette sèche consiste à ne plus utiliser de l'eau, surtout pas de l'eau de l'eau qu'on trouve. Alors, il faut soit distiller l'eau et donc utiliser des eaux florales dont on humecte des linges avec lesquels on se frotte. Alors, les petits linges avec lesquels on se frotte et qui sont imbibés de cette eau florale, distillée donc, sont en général ce qu'on appelle les mouchoirs de Vénus. Alors c'est joli quand même. C'est joli quand même. Même voilà, on est dans la Renaissance, donc c'est cette référence aux antiques. Et ensuite, l'idéal, c'est d'avoir du linge impeccable sur soi et qui sent bon. Voilà, donc ce n'est plus finalement le corps qui sent bon, c'est le linge. Et tous les accessoires qui accompagnent le linge doivent être aussi impeccables et parfumés.
On passe finalement de la beauté du corps à la beauté de l'habillage. Et surtout de l'extérieur. Voilà, avant c'était le corps qui sentait bon, alors que maintenant ça va être le linge. Plus dans le paraître que dans l'être. Tout à fait. Le linge, le costume et aussi tous les accessoires qui vont avec. Donc les perruques, les fleurs dans les cheveux qui sont parfumées, les gants qui sont parfumés. J'y avais fait allusion dans une autre émission, oui, à propos du père de Shakespeare. Et alors vous allez avoir, par exemple, de ce point de vue, l'influence justement des Médicis. Les Médicis qui faisaient Florence et où on avait justement l'habitude d'utiliser des senteurs et en particulier les violettes, les giroflées, les œillets, les pivoines qui nous avaient été apportés par les croisades. Donc on reste maintenant sur des fleurs locales. Alors, qui ont été acclimatées, disons, qui viennent peut-être d'ailleurs, mais qui ont été acclimatées, voilà. Et donc, influence importante des Médicis. Je rappelle quand même que Henri IV était marié avec Marie de Médicis. Ensuite, qu'il avait aussi été le gendre par son premier mariage de Catherine de Médicis. Donc ce roi Henri IV, qui est le premier à mettre en place les jardins des plantes, hein, voilà, dont le nôtre à Montpellier est un des premiers. Il était très sensible justement aux fleurs et aux jardins et donc favorisait également l'usage qu'on pouvait faire ensuite de ces fleurs. Et ce goût des jardins avec des jets d'eau, des terrasses, des agrumes nous a été amené par justement cette famille royale originaire d'Italie. Et puis après, sachant que Marie de Médicis a fait construire justement le Luxembourg et les jardins du Luxembourg. Donc, vous voyez, Marie de Médicis, la mère de Louis XIII. Donc là, on est dans un passage à quelque chose qui va être très intéressant, à la fois pour les palais et leur environnement, et aussi cette habitude de consommer des agrumes ou de les utiliser dans les parfums. Et Louis XIV était connu pour raffoler de l'odeur de la fleur d'oranger, à la fois eau florale et ingrédient pour la parfumerie et les poudres. On en faisait même des talcs parfumés. Donc le temps est venu de parler du rôle de Montpellier dans la production de la très célèbre et très à la mode eau de la reine de Hongrie. Ah oui, mais alors comment finalement Montpellier est-il devenu un lieu de parfum ? Parce que je crois qu'on avait tout sur place à cause du jardin de plantes, voilà, et du fait que dans la garrigue aussi on avait tout un tas de plantes aromatiques et en même temps qu'on bénéficiait d'un climat méditerranéen où il était facile finalement de cultiver beaucoup de fleurs. Donc on va devenir les producteurs de l'eau de la reine de Hongrie, qui a été créée en 1370. Et qui était le produit favori de Madame de Maintenon, donc l'épouse morganatique de Louis XIV. Donc elle avait bien dû utiliser les parfums. Oui, parce que d'abord elle avait été l'épouse de Scarron, qui était quand même réputé pour être un auteur un peu leste, un peu léger. Voilà, elle n'a pas été toujours la femme pieuse qu'elle sera à la fin de sa vie. Ensuite, Madame de Sévigné aussi écrivait à sa fille, Madame de Grignan, « J'en suis folle, c'est le soulagement de tous mes chagrins, je m'en enivre tous les jours, j'en ai dans ma poche. » Bon, alors cette fameuse eau de la reine de Hongrie, on lui attribuait des pouvoirs vitalisants, un peu comme une eau de jouvence, et au point qu'on pensait qu'elle aurait permis à Isabelle de Hongrie, alors âgée de 72 ans, d'être à ce point rajeunie et tonique qu'elle aurait qu'elle aurait été demandée en mariage par le jeune roi de Pologne. Bon, alors évidemment le jeune roi de Pologne finalement a fini par la perdre parce que quand même elle avait
72 ans et que c'était déjà... Son eau de Hongrie ne l'a pas rajeuni assez. Oui, voilà, c'est un peu le mythe de Faust. Mais en même temps, cette eau, quand même, est restée très réputée, même après le décès de cette reine de Hongrie. Et donc, on l'utilisait un peu pour tout, c'est-à-dire à la fois sur le plan esthétique, mais aussi thérapeutique. Alors, on pensait qu'elle soignait les rhumatismes, les palpitations, l'obstruction du foie, la jaunisse, les bourdonnements d'oreilles, et même des douleurs abdominales. Bref, c'était une panacée comme l'usage du tabac pour Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui utilisait le tabac qu'elle prisait pour un peu comme de l'aspirine, c'est-à-dire c'était censé lui calmer les maux de tête. Voilà, comme quoi on n'a pas du tout aujourd'hui le même rapport aussi aux plantes, hein, voilà. Alors cette eau de la reine de Hongrie donc est en fait un composé de romarin, de fleurs d'oranger, d'esprit de rose, d'extrait de menthe et de citron, et donc serait devenu, grâce à Arnaud de Villeneuve, qui était un médecin parfumeur, le premier alcool en parfumerie, puisque c'est Arnaud de Villeneuve qui avait donc retrouvé comment utiliser les alambics pour en faire des parfums, bien entendu, qui tiennent grâce à l'ajout d'alcool, et aussi des eaux de vie. Et alors on lui attribue même l'invention du cognac. Hein, ah bon? Voilà. Comme quoi, médecin peut nous conduire des fois sur des pentes gastronomiques aussi. Absolument. Voilà. Alors, ce produit miracle donc de l'eau de la reine de Hongrie donnera des idées, puisque ce serait l'ancêtre de l'eau de Cologne. Alors l'eau de Cologne qui va devenir en vogue au XVIIIe siècle, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça a été la première opération aussi publicitaire pour un parfum, et ça a été orchestré, je dirais, par des parfumeurs très réputés au Moyen-Âge de Montpellier, qui étaient aussi des apothicaires et qui étaient encouragés par l'Église. Parce que justement, comme cette eau de la reine de Hongrie avait des vertus thérapeutiques et curatives, eh bien l'Église qui a toujours été avec les couvents et les monastères à la pointe finalement de la fabrication des onguents, des pommades et de tout ce qui était à la base des apothicaires, va encourager la production de cette eau de la reine de Hongrie, ce qui expliquerait aussi pourquoi Madame de Maintenon avait fini par y trouver son compte, parce qu'elle arrivait à se parfumer avec ça, tout en gardant quand même sa réputation de femme pieuse. Voilà. Alors, les parfums sont non seulement donc utilisés, mais bu aussi, bon? Voilà, comme des remèdes en fait. Car ce sont des alcoolats obtenus grâce aux connaissances héritées des Arabes, avec les croisades et le commerce en Méditerranée, par les ports de Venise, de Gênes et de Barcelone. Et ces parfums, donc, se sont développés en Italie, notamment à Salerne, où s'était rendu d'ailleurs Nostradamus, et puis ensuite à Florence, bien sûr. Hein. Et ces parfums sont des boissons des fois très fortes, qu'on appelle aussi des eaux de feu, des eaux ardentes, des eaux de vie. Hein, et on trouverait l'expression encore aujourd'hui dans l'eau de Carme ou l'eau de mélisse, toujours vendue en pharmacie.
Montpellier était devenue la cité des parfums de France, finalement. Du royaume. Du royaume. La boutiquerie de Montpellier, qui est l'une des plus anciennes d'Europe. Et donc, j'imagine qu'on a fait d'autres produits que le parfum à partir de là. Alors effectivement, oui. Alors il y avait cette eau de la reine de Hongrie qui était devenue très célèbre et qui serait l'ancêtre de l'eau de Cologne. Et puis après, on faisait aussi, grâce aux ressources de la garrigue, des baumes, des vinaigres. Alors ça, c'était à cause de la viticulture qui avait commencé à s'implanter. Des eaux de senteur aromatisées, des eaux aussi à partir d'épices. Mais ça, c'était grâce au port du littoral. Je rappelle quand même que nous avions comme port très important Marseille, Saint-Gilles, ensuite bien sûr Aigues-Mortes et Latte. Après on faisait des confitures aussi parce qu'on avait mis en place des vergers et ces vergers en particulier où on avait réussi à acclimater des abricotiers et des pêchers. Et on livrait même des plantes dans des boîtes en bois, en étain ou en argile, dans tout le royaume de France, grâce justement à toutes ces expérimentations. Voilà. Et donc, après, c'est toute la France qui va suivre l'exemple montpelliérain, soutenu par une illustre clientèle de la cour de Louis XIV et encouragée bien sûr par Colbert, qui fait de la parfumerie un métier d'art, qui hisse la corporation des parfumeurs parmi les marchands les plus importants du royaume, les plus créatifs et bien sûr, très rapidement, les plus fortunés aussi, car Colbert, sous Louis XIV, va être relayé par, sous Louis XV, Madame de Pompadour, qui encourage les cerfs et même les fleurs en porcelaine de Sèvres parfumées. Donc aujourd'hui, quand on a un service en porcelaine de Sèvres, on n'imagine pas qu'il y avait aussi cette manufacture de Sèvres qui fabriquait des fleurs en céramique parfumées. Voilà. Et c'est grâce, alors toujours sous Louis XV, à Madame du Barry, que l'on introduit à la cour l'eau de Cologne, cette fois-ci, qui a été mise au point en Italie en 1695 par Giovanni Paolo Feminis et qui va s'établir à Cologne au tout début du XVIIIe siècle et qui va placer sous la marque de Marie-Antoinette, reine de France à 18 ans, mère à 23 ans et devenue reine martyre à 38 ans, ce fameux label de l'eau de Cologne. Voilà. Donc avec Marie-Antoinette revient la mode des bains parfumés. Alors la reine prenait ses bains quand même avec tout un tas de précautions, c'est-à-dire que on faisait d'abord bouillir de l'eau, on faisait en sorte qu'elle soit à température, disons, tolérable, plutôt tiède d'ailleurs que trop chaude. Ensuite, on tendait des draps à l'intérieur d'une baignoire, souvent en étain. Et puis ensuite, on couvrait Marie-Antoinette d'une chemise. Puis elle rentrait dans le bain en chemise dans cette baignoire, qu'ensuite on recouvrait encore avec des draps, de façon à ce que ça reste quand même très très pudique. Voilà. Et alors donc Marie-Antoinette va remettre à l'honneur les bains avec des sachets parfumés aux aromates ou aux plantes. Elle va suivre un régime alimentaire dont la visée est l'éclat du teint et la bonne santé. Donc un teint de lys, des joues colorées naturellement. Et c'est ce qui va permettre de mettre en vogue aussi tous ces soins. Le plus grand parfumeur du XVIIIe siècle, c'est-à-dire Jean-Louis Fargeon, qui était né en Montpellier en 1748 et qui va devenir en 1774 le parfumeur attitré de Marie-Antoinette.
donc on a suivi l'évolution de l'usage du parfum, qui a été d'abord un peu ensorcelé, attiré, puis ensuite qui a été de bien-être, et après, dont on a complètement changé en raison des maladies. C'est plus devenu un produit de soin du corps, mais un produit de valorisation de l'habillement, mais qui était aussi peut-être pour marquer l'odeur personnelle des gens à ce moment-là, parce que les toilettes sèches ne devaient pas être quand même d'une très grande efficacité. Alors, là aussi, ça dépendait, parce que il y avait quand même, dans les campagnes en tout cas, l'usage, quand il faisait vraiment très très chaud, d'aller près d'une cascade, à la rivière, oui. Voilà, ou d'une rivière dont l'eau était claire, pour au moins l'été, prendre un bain, et quelquefois plusieurs. Bon. Dans la haute société, on se souvient quand même qu'à Versailles, Louis XIV avait fait aménager une salle de bain en marbre, d'ailleurs, dans les sous-sols, dans l'esprit des thermes romains. On pense que c'était surtout pour y retrouver Madame de Montespan et s'y livrer sans doute à un certain nombre de jeux qu'on qualifierait aujourd'hui d'érotiques, mais il devait quand même y avoir un approvisionnement en eau, d'autant que à Versailles, c'est pas l'eau qui manque dans tous les bassins, etc. Donc on peut penser que l'eau avait été là amenée de façon à ce qu'elle soit la plus propre possible. Et puis après, il y avait ce fameux usage de se laver un peu comme les chats, c'est-à-dire par petits bouts, avec les fameux mouchoirs de Vénus et autres serviettes de toilette qu'on humectait avec donc des eaux florales et dont on se frictionnait ou dont on se frottait pour enlever les mauvaises odeurs corporelles. Et par-dessus, donc, linge propre, on se changeait plusieurs fois par jour si on faisait partie de la haute société, parce qu'on n'était pas en habit, enfin, comment dire, on n'allait pas dîner par exemple à la cour en habit de chasse, ou le soir on ne s'habillait pas de la même façon que la robe qu'on avait mis le matin ou l'après-midi. Voilà, donc il y avait en fonction des jours et en fonction des cérémonies, et en fonction aussi des activités proposées, des tenues qui étaient plus ou moins adéquates. Bon, et puis après il y a aussi Rose Bertin qui, sous Marie-Antoinette, va présenter à la reine une mode vestimentaire, parce qu'elle était modiste et couturière, qui va révolutionner vraiment la mode, un peu comme Gabrielle Chanel bien plus tard. Et du coup, Marie-Antoinette va lancer la mode aussi pour toutes les cours d'Europe et va devenir une référence. On va s'habiller à la française. Et c'est de là qu'est partie la haute couture. Quelles étaient les caractéristiques de cette mode? Alors, en général, c'était des tissus moins lourds, moins empesés que sous Louis XIV. C'est-à-dire, on abandonne par exemple le velours au profit des mousselines, de soie, des cotonnades. Les bijoux vont être aussi moins volumineux, voilà, peut-être moins luxueux, peut-être plus raffiné, plus léger. Les parures, oui, voilà, vont aller dans le sens de quelque chose de moins apprêté, de moins ostentatoire. Disons qu'on va aller vers plus de naturel. Peut-être, oui. Plus de naturel, mais en même temps tout en gardant toujours quand même la notion du luxe. Bien sûr. Voilà. Et puis après, elle va travailler cette Rose Bertin avec quelqu'un qui est très important à cette époque-là, aussi en plus de Fargeon, c'est Léonard. Alors Léonard, c'est un coiffeur, le coiffeur dit de la reine, qui travaille du peigne et de l'esprit. C'est ainsi que pour toutes les cours d'Europe, donc la reine va devenir à la fois une référence pour la haute couture, mais aussi pour la façon de se coiffer, laquelle n'est pas vraiment toujours avec des cheveux naturels, puisque on met beaucoup de perruques à cette époque-là, et que beaucoup de jeunes aristocrates
prennent l'habitude de se couper les cheveux pour ensuite pouvoir mettre justement des perruques qui vont avec les robes et qui vont être ces perruques de plus en plus aussi agrémentées par des fleurs, par des oiseaux et par bien sûr des parfums, au point que dans l'Égypte ancienne, on avait pris l'habitude de mettre des petits triangles, des espèces de cônes parfumés d'encens dans les cheveux, pour justement que les cheveux sentent bon. Et on va reprendre cette idée au XVIIIe siècle, en n'hésitant pas à se mettre sous un chapeau ou sous un voile ou sous un nœud dans les cheveux et souvent dans la perruque, une espèce aussi de résine qui laisse derrière soi un sillage réel, parfumé. Voilà. Donc c'est vraiment de plus en plus sophistiqué, même si en apparence c'est censé s'alléger, je dirais, ou devenir plus frais à l'œil, on va dire. Oui, disons que le parfum va donner un peu une marque de personnalité. On va reconnaître les gens à leur parfum. Ça avait plus ou moins été toujours le cas. Disons qu'avec Léonard, on va passer à des pommades et à un art à la fois du parfum et de la coiffure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus diversifié. Voilà, avec des huiles capillaires, l'habitude de parfumer les fleurs en taffetas ou en dentelle qu'on se met dans la perruque. Ensuite, le parfum aussi va être souvent composé sur mesure, en fonction de la personnalité, de l'occasion, pour justement que le plaisir soit élevé au rang de l'événement. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va vers plus, je dirais, de prise en considération de l'individu. Eh bien, et donc le mois prochain, nous allons aller vers quoi? Alors le mois prochain, je vous parlerai justement de cette conscience, non plus de la personne comme autant chrétien, mais de l'individu, et chacun justement avec sa personnalité, ses idées et son goût de la transmission va se mettre à débattre. Et là on va parler justement de la Révolution française et de ses conséquences dans les comportements, Régine. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir une fois encore fait découvrir une nouvel usage du parfum. Merci beaucoup, Martine Biard. À une prochaine fois, et cette fois, nous quitterons Montpellier définitivement, je crois, pour parler de Paris et puis ensuite de Grasse. Merci beaucoup. Merci.